Pourvu que ça dure avec le groupe Caisse des dépôts. Engagé au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous. Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Phénomènes climatiques dévastateurs, conflits géopolitiques, menaces cyber ou encore incertitudes politiques et économiques, nos sociétés font face à une multitude de crises qui renforcent notre sentiment de vulnérabilité. Alors, comment le monde de l'assurance peut-il nous protéger ? Va-t-on vers un monde de plus en plus inassurable, notamment en matière de risques climatiques? Eh bien, nous poserons la question à Mathieu Godard, le directeur général d'AXA France, avec qui nous reviendrons bien sûr sur l'impact des tempêtes Pedro et Nils. Et puis, comment nous prémunir du retrait gonflement argile? C'est un phénomène qui menace plus de 60% des maisons en France. Reportage dans cette émission. Enfin, d'autres risques tout aussi inquiétants émergent en 2026. Le monde de l'assurance est-il prêt à les prendre en charge? Réponse avec Adrien Couret, le patron d'Eyma Group. Ce sera en fin d'émission. En début d'année, nous n'avons pas été épargnés par les tempêtes Nils et Pedro qui ont fait des dégâts considérables dans notre pays. Bonjour Mathieu Godard. Bonjour. Directeur général d'AXA France. Ce sont malheureusement ni les premières ni les dernières tempêtes, évidemment, qu'on a subies et qu'on va subir en France. Comment vous avez géré ça dans l'urgence? Est-ce que vous avez été débordé par toutes ces demandes d'aide? Parce que ce n'est pas la première tempête que l'on gère, mais il y a effectivement une recrudescence de ce type d'événement. Et depuis 2 ans maintenant, d'ailleurs, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Climagir, dont la vocation est d'anticiper avec nos assurés le fait de se préparer à ce type d'événement, mais aussi de se mobiliser. Comment on se prépare Écoutez, en fait, on se prépare en envoyant des SMS à nos assurés et en leur indiquant un certain nombre de gestes de prévention sur lesquels on les invite à s'engager. Et ça permet de réduire les dégâts et puis surtout de les mettre en sécurité. Il y a eu, j'imagine, évidemment, des situations qui ont été compliquées parce que ce sont des dégâts, beaucoup de dégâts, ce sont des drames matériels et humains aussi. Absolument, on a toujours un certain nombre d'opérations de relogement d'urgence, notamment dans le cadre des inondations. On a malheureusement des assurés qui doivent quitter leur domicile et on les accompagne dans ce sens. Comme à chaque catastrophe naturelle, il faut en parler de ce régime CatNat, catastrophe naturelle, qui vient à la rescousse dès que ce qu'on appelle l'arrêté ministériel est pris. Cette année, là encore, ça a bien fonctionné? Oui, alors il faut souligner que c'est un dispositif qui est une singularité de la France et bon nombre de pays nous l'envient, ce dispositif. C'est un système où vous, moi, sur notre assurance automobile, sur notre assurance habitation, nous versons chacun une 50aine d'euros en moyenne pour l'assurance habitation, à peu près 25 euros sur une assurance auto. Et ces fonds viennent alimenter des moyens qui nous permettent, pour l'ensemble des assureurs, de procéder au remboursement. C'est ce qui nous permet de tenir dans la durée face à la montée de ce risque climatique qui, année après année... Et il y a assez d'argent avec toutes ces cotisations pour indemniser, encore une fois Le système a été renforcé récemment. Ah oui. 1er janvier 2025. Elle a été augmentée. Absolument. La taxe CatNat. Mais c'est les 50 euros auxquels je faisais référence. C'est à peu près une vingtaine d'euros supplémentaires qui ont été prélevés sur chacune des cotisations multirisque habitation et une dizaine d'euros supplémentaires sur les assurances auto. Et ça, c'était au 1er janvier 2025. L'objectif, c'était justement de venir renforcer ce régime face à la recrudescence et à l'intensité toujours plus importante de ces catastrophes naturelles. Et donc, ce qui fait sa force, au-delà du fait que ça n'existe pas à l'étranger? Ce qui fait sa force, c'est le système de solidarité nationale. C'est ça. Vous, moi, si vous êtes dans un appartement parisien, vous êtes probablement peu exposé à une catastrophe naturelle. Néanmoins, le montant que vous versez dans ce régime vient au secours. C'est une forme de solidarité. C'est absolument ça, c'est de la solidarité nationale. Pedro et Nils cette année, tempête Benjamin c'était en 2025, des tempêtes dévastatrices qui se répètent. Mais là on a atteint un niveau inédit en matière de jours de pluie en février. Oui, alors
Vous avez raison, les jours de pluie s'enchaînent les uns après les autres. Mais ce qui est important, c'est si on dézoome un peu, on regarde depuis le début de ce siècle, les catastrophes naturelles, le rythme moyen, le coût moyen annuel, c'était environ 3 milliards par an sur la première décennie. Sur la seconde décennie, on était à 4 milliards par an. Et dans la décennie actuelle, on est sur un rythme d'environ 6 milliards par an. Ah ouais. Donc on voit... Donc il y a une accélération. Exactement. Sur ce début 2026, la facture va être salée. France Assureur parle pour les sinistres du mois de février, les tempêtes, 1,2 milliard d'euros. Absolument. Pour AXA France, c'est à peu près une vingtaine de milliers de sinistres qu'on a d'ores et déjà enregistrés, avec notre quote-part dans ce milliard d'euros environ. Donc, vous voyez, c'est un phénomène sur lequel, en fait, il faut qu'on puisse agir pour aider les Français à diminuer les impacts. Et là, c'est la prévention qui a toute sa place. Ouais. Sachant que la facture, Mathieu Godard, la facture, elle va gonfler encore parce qu'il y a le dommage matériel, les véhicules, évidemment, les maisons, mais aussi après des pertes économiques indirectes et ça prend du temps aussi, évidemment, à estimer et à quantifier. Absolument, mais c'est le point auquel je faisais référence tout à l'heure. On a une concentration de sinistres dans une zone géographique donnée. Donc il s'agit ensuite, avec nos partenaires, de procéder à l'évaluation des dommages le plus rapidement possible, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sont des situations anxiogènes. Les assurés, légitimement, s'attendent à ce qu'on soit le plus rapide possible. Donc il y a une très forte mobilisation de toutes les parties prenantes, avec nos agents généraux, notamment sur le terrain, pour venir auprès des Avec une assurés. facture de cette tempête qui double, on l'a dit, donc quasiment maintenant, Absolument. par décennie. Absolument. En s'accélérant. Absolument. Mais encore une fois, l'impact sur les polices d'assurance, elles vont grimper inexorablement. On n'aura pas le choix, si on veut continuer à être assuré, de payer plus cher. C'est inexorable. Les sous-jacents l'indiquent. Plus de sinistres, une inflation des coûts de réparation, et donc c'est une tendance longue à l'augmentation. Mais je voudrais quand même rappeler qu'en France, on a un marché de l'assurance qui est extrêmement compétitif, beaucoup d'acteurs, et j'aime bien comparer le montant d'une prime multirisque habitation en France et aux États-Unis. Le facteur est d'environ de 10. Hein ? Absolument, environ de 10. C'est 10 fois plus cher aux États-Unis. À peu près, en police moyenne. d'assurance habitation. Absolument. Et donc, on a un système, je soulignais le régime catastrophe naturelle, et on a des assureurs qui sont présents sur tout le territoire, un système de solidarité. Donc, en fait, on a un niveau d'assurance en France qui nous permet d'accéder à des prix qui sont, somme toute, raisonnables. Certes, mais pour certains, ça peut devenir insoutenable année après année, parce que ça coûte trop cher. Absolument, mais au total, on déploie beaucoup d'efforts, et c'est là où je reviens à mon sujet de la prévention, qui est un élément extrêmement important pour nous permettre de contenir cette inflation du coup. Après, il y a un autre sujet de préoccupation dont il faut qu'on parle, Mathieu Godard, c'est les risques sur l'assurabilité des maisons les plus exposées aux inondations, aux tempêtes, aux submersions marines. Il faut rappeler que 47%, c'est quasiment une commune sur deux qui se trouve en zone inondable. 17 millions de Français sont concernés. Est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir un refus de prise en charge par les assureurs ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser d'assurer une maison parce que zone inondable, parce que trop risqué ? Tout doit rester assurable. Mais pour que tout reste assurable, il nous faut déployer, exactement, il nous faut déployer de la prévention. Et il nous faut travailler sur la résilience d'une collectivité locale qui est, comme vous l'évoquez, potentiellement exposée à des inondations. Comment est-ce qu'on profite du fonds Barnier, qui est un des éléments constitutifs du régime on n'a pas parlé, vous avez 4NAT. raison. Le fonds Barnier, quelle différence avec le fonds 4NAT, catastrophe naturelle ? En fait, une partie des fonds qui sont collectés, les 25 et 50 euros que j'évoquais tout à l'heure, une partie de cette surprime catastrophe naturelle est déviée vers un fonds Barnier dont l'objectif est justement de financer la résilience pour les particuliers, pour les communes, pour les collectivités locales face à la recrudescence de ces catastrophes naturelles. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver le système sur l'assurance habitation ? Il faut des tarifs différents en fonction des zones d'habitation, mais c'est déjà un petit peu le cas, non ? En fait, un tarif, c'est quoi ? C'est de la mutualisation, de la solidarité nationale, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi un signal prix, parce que le principe de l'assurance, c'est de mettre en adéquation une prime d'assurance qui reflète un niveau de risque. Et donc, dans l'exemple habituel, si vous êtes dans une zone inondable, la maison qui est en bas de la rue en pente, nécessairement un tarif en général... C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a toujours un signal prix qui est différent. Mais j'en reviens au sujet de la prévention. Pour pouvoir contenir le montant des primes
dans la durée. Il faut arrêter de construire dans les zones les plus exposées déjà. Absolument. C'est Il du faut bon sens. arrêter de construire dans les zones inondées. Il faut utiliser le fonds Barnier pour rendre les zones plus résilientes face à ces catastrophes naturelles. Et puis, il nous faut chacun d'entre nous mobiliser face à ce sujet avec plus de prévention. Ouais. Alors c'est le mot que j'entends chaque fois, le mot prévention. Donc, mais c'est quoi en gros pour un particulier la prévention concrètement? C'est l'amont, c'est ce qui se passe avant, évidemment. Voilà, c'est se préparer, c'est avoir des bâtards d'eau pour des bâtards d'eau. Ce sont des dispositifs qui permettent d'étanchéifier une maison et d'éviter de voir l'eau s'infiltrer dans la maison. C'est efficace. Ce sont des coûts supplémentaires pour l'assurer. Absolument, mais je pense que quand on est assuré, on est en zone inondable. Quand on connaît ces dispositifs, c'est un bon investissement. Quand on est dans une zone qui fait l'objet, vous savez, des retraits gonflements d'argile avec les fissures, ça peut être aussi pas les bâtards d'eau, mais il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre pour rendre sa maison plus résiliente. Ce risque climatique, on comprend bien que c'est l'affaire de tous, évidemment. Mais est-ce que le grand public en a pris la mesure? Est-ce que les Français, pour le coup, commencent un petit peu avoir ces réflexes de pas acheter un logement dans une zone à risque, de mettre des bâtards d'eau autour de sa maison, quand une tempête arrive, de pas se dire c'est tant pis, c'est l'assureur qui va payer, de la mettre dans un parking protégé d'une intempérie, d'une tempête, de la grêle. Je pense que la prise de conscience progresse. Avec AXA Prévention notamment. Mais on part de loin. Ouais, on part de loin et en fait on a. C'est français Oui, c'est assez français. On a une culture de la prévention qui est assez peu développée parce qu'on est souvent extrêmement protégé par son assureur, par l'État. Et il faut qu'on progresse. Tout à l'heure, j'évoquais les États-Unis. Aux États-Unis, compte tenu du montant des primes, justement, le développement. Vous êtes vraiment sûr que c'est 10 fois plus cher? Vous irez regarder. Non, je vous fais confiance, c'est dingue. Mais effectivement, il faut qu'on progresse sous cet angle sur le volet de la prévention et donc il faut qu'on passe à l'action. Ça, c'est notre grand défi des prochaines années. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que les Français passent davantage à l'action, qu'avec les collectivités locales, pour que ça coûte moins cher derrière. Pour que ça coûte moins cher et que ça reste assurable partout sur le territoire. Allez, merci à vous, Mathieu Godard, donc directeur général d'AXA France. Merci. Merci beaucoup. Alors, on vient d'en parler, parmi tous les risques climatiques, le retrait gonflement d'argile inquiète de plus en plus les assureurs et pour cause, près de 60% des maisons sont en risque. Alors, quelles sont les pistes pour se prémunir et se protéger? Reportage signé Manuel Lègre. Inondations plus fréquentes, sécheresse plus forte, orages de grêle plus intenses. Avec le réchauffement climatique, le coût des catastrophes naturelles pourrait augmenter fortement d'ici 2050. Les premières petites fissures que j'ai vues, c'est ici, où le crépi est tombé. Et puis bon, après, il y en a eu un peu là, devant, derrière. Sans raison apparente, ce propriétaire voit sa maison se fissurer un peu plus chaque mois. Certaines font même plusieurs mètres. L'homme est désemparé. Vous voulez acheter une maison comme ça avec des fissures partout, vous? Non, ça vous intéresserait pas. Eh ben, qui voulez-vous après ou alors si on la vend, on la donne, quoi. Oui. Il faut la vendre 50% de son prix et peut-être que tourne un client. Ce propriétaire est victime de ce qu'on appelle le retrait gonflement des argiles. C'est un phénomène de mouvement de terrain qui est dû à l'alternance de périodes sèches pendant lesquelles le sol se rétracte et de périodes humides pendant lesquelles le sol se gonfle. Et en cas de mouvement très important, ce phénomène peut causer des fissures sur les habitations. Aujourd'hui, le phénomène gagne du terrain. Avec des sécheresses à répétition, plus de la moitié du territoire français est désormais classé à risque. Au total, plus de 12 millions de maisons individuelles sont exposées au retrait gonflement des argiles, soit 61,5% du parc. Pour donner quelques ordres de grandeur, sur la période 2000-2015, en moyenne, le coût des sinistres était évalué à 400 millions d'euros par an. Et depuis 2016, on a dépassé le milliard d'euros. Le montant des dégâts atteint des sommets, à tel point qu'il est désormais le premier poste d'indemnisation du régime catastrophe naturelle devant les inondations, faisant craindre le pire. Selon les projections, le coût du phénomène pourrait tripler d'ici 2050. Face à l'urgence, l'État multiplie les initiatives en misant sur la prévention avec notamment un fonds de 30 millions d'euros pour aider les propriétaires à prévenir les fissures. En attendant, comment protéger sa maison? Quelles sont les techniques pour éviter les mouvements de terrain? Dans le sud-ouest, il y a un expert qui n'a pas attendu ces hausses de température pour se spécialiser en la matière.
On va les creuser directement, on va voir s'il y a de l'eau dedans ou pas. Alain-Franck Béchade expertise chaque année des dizaines de maisons fissurées et sort les gros moyens pour sauver les fondations. Quand on a ça le long des fondations, en général, c'est pas bon signe. Ici, Alain-Franck Béchade fait face à un cas d'école. À l'aplomb des fissures, cachées sous quelques centimètres de terre et d'argile, il découvre de l'humidité, due à des tuyaux percés et des racines qui viennent puiser dedans. Souvent, les gens, quand ils voient la taille des radicelles, ils me disent « mais c'est rien, enfin, c'est que dalle, quoi ». Ils se rendent pas compte que c'est ça qui pompe, et c'est ça qui peut pomper jusqu'à 200 litres d'eau par jour, quoi. Lorsque les sols argileux sont humides, la maison se soulève. Et quand la végétation les assèche, elle redescend. C'est en faisant le yo-yo que la bâtisse se fissure. Là, si on fait rien, on revient dans 2 ans, la maison, elle est cassée en 2. Le maître mot, c'est d'adapter la construction à son environnement. Et il faut bien maîtriser l'environnement. Renforcer la construction, c'est bien. Encastrer les fondations, c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir des ouvrages pour capter les eaux autour de la construction et faire en sorte que l'eau ne vienne pas contre les fondations. Une voiture, si vous n'y mettez pas d'essence dedans, elle ira nulle part. Il n'y aura aucun mouvement. Et avec les argiles, c'est exactement pareil. S'il n'y a plus de variation de teneur en eau, il n'y a plus de mouvement et la maison, les constructions de manière générale ne bougent plus. Ici, pour confiner les fondations et les garder au sec, Alain-Franck Béchade va couper les arbres trop proches, installer un écran anti-racines, réparer la tuyauterie et éloigner l'eau de la maison. Autant de solutions qui peuvent éviter que les fissures ne s'aggravent et qui sont actuellement testées dans la mission d'expérimentation mise en place par la CCR et France Assureur. Objectif, passer d'une logique d'indemnisation à une logique de prévention. Le risque retrait gonflement argile, un risque pris très au sérieux évidemment par les pouvoirs publics, mais aussi par les assureurs. Adrien Couret, bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Public Sénat. Vous êtes le directeur général d'AEMA Group, qui comprend Aesio, Massif, Abeille Assurance et d'autres sociétés. Quel regard vous portez sur ce reportage et sur ce risque retrait gonflement argile? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que c'est un des plus gros risques aujourd'hui en France? Oui, et le reportage il montre bien la nouvelle réalité des assureurs. C'est une explosion du risque climatique, puisque le RGA, mais aussi les tempêtes et d'autres sujets, c'est 3 fois plus d'indemnisation pour les 30 prochaines années que les 30 dernières années. Alors pour nous, c'est une réalité, mais qu'on arrive quand même à gérer. On le gère si on nous laisse faire notre métier d'assureur. Ça veut dire que demain, les tarifs d'assurance vont devoir augmenter pour mieux indemniser. Mais il n'y a pas de baguette magique non plus contre le RGA que l'on a pu voir. Retrait gonflement argile. Le RGA, retrait gonflement d'argile, puisqu'on parle de dizaines de millions de maisons en France qui sont exposées, qui sont construites et qu'on ne va pas détruire pour les reconstruire. Donc il y a des solutions techniques qui peuvent être l'adaptation du logement, l'adaptation des terrains autour des maisons. C'est des choses qu'on teste scientifiquement en tant que France Assureur. Et puis, il y a des réglementations qu'on demande pour l'avenir, parce qu'il y a tous les bâtiments qu'on va construire qui devront être beaucoup mieux adaptés. Pour ces maisons qui sont exposées à ce risque, les primes d'assurance vont augmenter, c'est inéluctable. Oui, mais pour plus d'indemnisation en face. Et il faut voir quelque chose, c'est qu'en France, on a une assurance dans le fond qui est pas chère. On a l'assurance habitation la moins chère d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces 17 millions de Français exposés, mais il y a tous les autres qui ne le sont pas, et donc l'assureur, il organise une péréquation. On a aussi un régime public-privé catastrophe naturelle qui permet d'apporter une forme de solidarité. Donc la France est un pays qui est très exposé, mais la France est un pays qui est bien armé. Par contre, si on ne touche pas le bâti, la construction qui va venir, on aura un problème dans le temps, et nous, c'est des choses qu'on appelle. Bon, malheureusement, le risque climatique, c'est pas le seul qui inquiète aujourd'hui, Adrien Couret. En ce début d'année, d'autres risques ont fait une entrée fracassante dans le baromètre des assureurs. Si on prend la cartographie des risques pour 2026 de France Assureur, le risque qui préoccupe le plus, c'est quoi? Ce sont les cyberattaques. Exactement. Les cyberattaques, largement devant le risque climatique. Oui, mais c'est pas un hasard, c'est qu'on constate aujourd'hui que on a une hausse des cyberattaques. C'est lié à la dimension géopolitique, mais pas que. C'est qu'aujourd'hui, il y a toute une cybercriminalité qui s'est organisée par rapport à ça. Pour nous, c'est une voie possible de développement pour l'assurance, puisque l'évolution de ce risque correspond à une évolution de la cyberassurance. Et il y a encore une couverture qui est insuffisante dans les entreprises. Les grandes entreprises sont très bien couvertes, les ETI sont couvertes à 10% seulement en assurance cyber, et les petites entreprises très peu. Nous, on a des propositions par rapport aux entreprises, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut que là aussi,
Les entreprises progressent. Vous savez, en assurance auto, on n'assure pas quelqu'un qui n'a pas son permis. Eh ben, une entreprise qui n'a pas quelque part son permis cyber, difficile de l'assurer. Et c'est quoi? Avoir des bons outils et surtout avoir formé ses salariés à avoir les bons gestes. Parce qu'on le sait qu'en cyber, la première faille, c'est la faille humaine, c'est la personne qui clique sur le mauvais lien. Et donc, nous, on milite pour qu'il y ait, et l'État d'ailleurs développe des outils intéressants par rapport à ça, les bonnes approches de prévention qui derrière font que le risque devient assurable. C'est toujours cette articulation entre l'éducation et la capacité à avoir derrière une réponse assurantielle. Et le marché du cyber, il se structure, il a beaucoup progressé, il va continuer à l'être. Et pour nous, c'est un élément qui est très intéressant. Parce que personne n'est à l'abri. Je veux dire, aujourd'hui, on a vu La Poste, France Travail, SFR, des grands groupes, des PME, des institutions. Beaucoup ont été hackés. Voilà, c'est un risque qui est réel. Ah bah c'est vrai pour nos clients. Et moi, je peux témoigner en tant qu'AMA Group, mais on n'est pas du tout exceptionnel. On est attaqué des milliers de fois par jour. Mais en face, on a mis des batteries, des ingénieurs, des experts de plus en plus importants, des prestataires avec lesquels on travaille qui nous permettent de compenser par rapport à ça. C'est la nouvelle réalité du monde. Elle est vraie pour nos clients et pour nos assurés. Et donc, on réfléchit à leur apporter des nouvelles solutions. Elle est vraie pour nous en tant qu'entreprise parce que c'est la confiance en fait que nos clients apportent. Ce risque cyber, ces polices d'assurance cyber, elles sont facultatives. Un jour, elles deviendront obligatoires? Alors ça, je ne sais pas, mais ce qui devrait devenir obligatoire, c'est ce que j'évoquais, c'est la prévention. Ouais. Le fait que quand on est une entreprise, on a une obligation de former ses salariés, de protéger son fonds de commerce, de protéger les données. Et ça passe par des kits de base et des réflexes de base. Nous, on propose des services pour accompagner les entreprises. Je pense qu'il faut commencer par ça avant l'assurance. D'ailleurs, en général, l'assurance, c'est une deuxième étape dans la réflexion. Il faut toujours réfléchir. Et les gens l'oublient. Oui, bien sûr. Mais pour revenir au risque climatique tout à l'heure, le sujet, c'est pas d'assurer la maison, c'est est-ce que la maison est à risque et ses habitants. Pareil pour le cyber, c'est est-ce que l'entreprise est à risque, est-ce qu'on a mis les bons outils de prévention. Comment vous intervenez quand une entreprise est victime d'une attaque cyber, concrètement, en termes de prise en charge? Alors, on intervient à plusieurs niveaux. Il y a deux grands sujets très souvent. Il y a un sujet de perte d'exploitation. C'est-à-dire l'activité est interrompue pendant un certain temps et donc vous avez des garanties qui permettent de couvrir ces éléments-là. Et en ça ressemble à des assurances relativement traditionnelles. Et puis vous avez ensuite une capacité à indemniser la récupération des systèmes, le retour à meilleure fortune. Donc c'est essentiellement de l'indemnitaire. Et plus on avance, plus on a un historique de sinistres, comme on dit, et plus on est en capacité de calibrer ces sujets-là. Exactement. Parmi les risques qui inquiètent, il y a bien sûr, c'est l'actualité, les tensions géopolitiques. On est servi évidemment avec la guerre au Proche-Orient. Est-ce que vous couvrez aussi ces risques quand des touristes sont bloqués, des travailleurs sont menacés, les activités d'entreprise aussi sont en berne ou des usines qui sont fermées Alors, en fait, quand une crise comme au Moyen-Orient se déroule, ça mobilise plein de sujets d'assurance. On a tout de suite parlé de l'assurance des bateaux, l'assurance marine. Alors, on n'intervient pas sur ce sujet-là. Mais vous avez effectivement la question du rapatriement, par exemple des Français qui ont pu se retrouver bloqués dans différents pays. Donc là, on intervient. Vous avez la question de la perte d'exploitation, parce que des chaînes d'approvisionnement qui sont interrompues, c'est des entreprises qui ne peuvent plus travailler, donc on intervient. Il faut qu'on parle aussi, Adrien Couret, des risques d'émeutes. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie en 2024 ou encore en 2023, lors des émeutes urbaines après la mort de Naël. On a eu la crise des Gilets jaunes. Comment on prend à bras le corps ces risques sécuritaires qui sont amenés potentiellement, même si on ne le souhaite pas, à se répéter? Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. C'est que d'abord, le risque émeute, il est couvert dans les contrats d'assurance. Quand il y a eu Naël, il y a eu des destructions, notamment des entreprises, ou même tout simplement des voitures qui ont été brûlées. L'assureur, il intervient dans ces cas-là. Par contre, quand on arrive sur des cas trop fréquents, là, il y a des vrais problèmes qui se posent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réassureurs estiment que la France est dans le même pôle de risque, la même intensité de risque émeute que le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est que dans le fond, le problème n'est pas l'assurance. Dans le fond, le problème, c'est qu'il y a trop d'émeutes. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui comme assureurs, c'est qu'on pourra continuer à assurer les conséquences des émeutes si l'ordre public est mieux respecté en France. C'est-à-dire que quand vous faites de l'assurance, vous pouvez pas tout couvrir. Vous couvrez beaucoup de choses, mais il faut qu'il y ait un contrat de base qui soit posé. Et on n'y est plus, là, en France? En France, on commence à dériver sur quelque chose de difficile. Sur le climat, c'est l'aménagement du territoire. Sur l'émeute, c'est le respect de l'ordre public. Il y a depuis maintenant une vingtaine d'années en France une doctrine de l'ordre public qui, quand il y a, un événement, laisse la casse se faire pour éviter des drames humains. Au bout d'un moment, ça finit par poser un problème parce que pour nous, assureurs, ça n'est plus un aléa. C'est une doctrine franco-française?
on la retrouve ailleurs, Quand je dis doctrine, j'imagine. le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, c'est un état de fait, c'est une précaution, on va dire, que prennent les pouvoirs publics. Le problème, à un moment, c'est que pour nous, c'est plus un incident aléatoire. On est amené à couvrir les conséquences d'une action, en fait, des pouvoirs publics. Nous, les messages qu'on envoie aujourd'hui, c'est que on peut couvrir énormément de choses. L'assurance, elle a des capacités à faire, mais à un moment, il y a une limite. Et cette limite, elle sera d'autant plus vite atteinte que l'intérêt général, le travail avec la puissance publique sur la prévention des risques ne se fera pas. Oui, après, il y a encore d'autres risques, on pourrait passer des heures à en parler, mais il y a aussi un risque qui passe un peu sous le radar, pour autant il est structurel, c'est le vieillissement de la population, ce mur démographique, et donc forcément, de manière induite, des coûts de santé qui vont augmenter. C'est un gros risque aussi pour vous, qui est sous-estimé d'ailleurs. Alors c'est plus qu'un gros risque, c'est une réalité. Il faut savoir que du fait du vieillissement de la population, les dépenses de santé en France, c'est plus 4, plus 5% par an. Et pour le coup, c'est pas soutenable dans le temps. D'ailleurs, on se plaint souvent de la hausse des tarifs des complémentaires santé, des assurances santé, mais elles ne sont que le miroir des déficits de la Sécu. Alors il y a une part là-dedans qu'il faut accompagner, et puis il y a une part où il faut regarder là encore l'origine du risque. Et quelle est la vérité derrière ça? C'est que la population française est de moins en moins en bonne santé. On nous demande de mieux en mieux couvrir une population qui va de moins en moins bien. Et ça, la France, elle est très particulière sur ce sujet. Quand on se compare aux autres pays européens, on voit que on fait moins de diagnostics sur les grandes maladies, les grandes affections comme les cancers, etc. Moins de vaccination. On voit qu'on a une pénétration de sujets comme la malbouffe qui devient de plus en plus significatif. On voit que les déterminants environnementaux de la santé sont de plus en plus prégnants. Je ne reviens pas sur la logique de loi du plomb qu'on a entendue qui signale quelque chose de fort. Et donc là, ce que l'on dit en tant qu'assureur, c'est nous, on peut indemniser, mais il faut faire une vraie politique publique de prévention en santé qui couvre tous les sujets en amont et sur lesquels la France est vraiment pas bonne. On consacre en France 2 à 3 fois moins d'argent à la prévention santé que dans d'autres pays. Nous, on appelle à ce que se crée, un peu comme ça a été le cas sur la prévention routière, qui a été un vrai succès en France sur ces 30 dernières années. Il y a 3 fois moins de morts en France sur la route qu'il y a 30 ans. Il faut faire la même chose en santé, créer une grande association France Prévention Santé, autour des pouvoirs publics, mais avec les assureurs, les usagers, les professionnels de santé, les industriels, pour se dire quelles sont les 2-3 thématiques sur lesquelles on met le paquet. Aussi curieux que ça puisse paraître, cette démarche-là en France, elle n'existe pas, parce que chacun est un peu enfermé dans ses silos. Traiter un risque comme la santé, c'est global. Et donc pour ça, il faut déployer des actions globalement dans un cadre qui est concerté. Adrien Couret, on a listé ensemble de manière assez exhaustive beaucoup de risques nouveaux qui se superposent. Tout ça est un peu anxiogène et on se dit, on entre dans un monde de moins en moins assurable, de plus en plus inassurable et qui va coûter de plus en plus cher aux assurés. On y va tout droit. Et je ne veux pas finir sur une note négative, évidemment, en disant ça. Non, moi j'aurais un message plus positif. L'assurance, elle peut faire plein de choses. Et souvent, l'assureur, il a un peu l'image d'avoir les poches profondes. Moi, souvent, je prends un chiffre. Les fonds propres, la richesse propre des assurants en France, c'est 200 milliards d'euros. Et 200 milliards d'euros, ça a été exactement tout le quoi qu'il en coûte pour régler le Covid. Donc ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses, mais face à une crise extrême, il y a besoin de mobiliser d'autres sujets. Le monde de demain, je crois qu'il est assurable, mais si on s'occupe de nous, si on s'occupe de l'exposition au risque, si on arrête de construire n'importe où, si on adapte le territoire français au changement climatique, et on sait où sont les zones qui sont en train de souffrir très fort, si on s'occupe de notre santé, qui est un sujet globalement dont on parle quand même assez peu dans le débat public, qui est souvent relégué après les questions économiques. Donc le monde de demain est assurable si on s'occupe de nous. Allez, merci à vous pour cet entretien. Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group, merci. Merci David. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable, émission tournée depuis le bivouac de L'Oréal France. Pourvu que ça dure, c'est aussi du replay sur Public Sénat. À très vite. C'était Pourvu que ça dure avec le groupe Caisse des dépôts. Engagé au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous.